Alors, je suis Delphine Cuny du journal La Tribune. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de cette libération de la donnée dont a parlé Alain Clot tout à l'heure. Alors, on sait que ça va pas mal bouleverser le monde traditionnel de la FinTech. Cette transformation, cette libération de la donnée, elle est impulsée par la réglementation. C'est le sujet de cette table ronde et je vous rassure, ce ne sera pas un sujet barbant du tout. Restez là. Donc, pour parler de ce sujet qui touche à la fois à la concurrence, à l'IT, à l'éthique, à la protection des données et aux droits du consommateur, nous avons cet après-midi un très beau panel particulièrement féminin. Donc, Axel Lemaire, vous avez été secrétaire d'État au numérique et vous êtes aujourd'hui responsable monde de Terra Numerata au cabinet de conseil Roland Berger. Laure de la Rodière, vous êtes députée d'Eure-et-Loir, vous étiez LR, vous avez fondé votre mouvement Agir, c'est ça ? Et vous êtes auteur de plusieurs rapports sur le numérique et vous êtes co-rapporteur de la mission d'information à l'Assemblée nationale sur la blockchain. Et puis, Johan Burkovic, vous êtes fondateur et directeur général de Bankin et vous êtes membre du bureau de France FinTech. La réglementation, elle est souvent décrite comme un fardeau par les grandes banques et les assurances, également par certaines FinTech qui la trouvent trop lourde, tatillonne, vieillotte. Mais la réglementation, ça peut aussi créer tout un marché et tout un monde de possibilités. Je pense évidemment à la fameuse DSP2, la directive européenne sur les services de paiement qui est entrée en vigueur en partie en début d'année. Alors, Johan, en quoi DSP2, ça change radicalement la donne ? Très rapidement, peut-être rappeler ce que c'est la DSP2 et l'historique. La DSP2 vient principalement d'Allemagne. Les Allemands aiment beaucoup utiliser le cash, ils utilisent très peu la carte. Du coup, c'était compliqué pour les Allemands de payer sur Internet. Du coup, il y a une start-up qui a innové, qui a créé une technologie qui permet de faire un virement et de faire l'initiation de virement et d'en garantir ce virement et d'en faire un paiement. En fait. Du coup, les Allemands pouvaient aller sur un site e-commerçant, synchroniser leur compte bancaire, le RIB du commerçant était injecté, il y avait une initiation de virement, cette start-up garantit ce virement et c'est un paiement. Ça a été une innovation majeure dans le marché puisque enfin les Allemands pouvaient payer sur Internet. Ça a eu une adoption massive et du coup ça a un peu bousculé le monde bancaire. La Commission européenne, au lieu de l'interdire, s'est dit je vais plutôt l'encadrer, le favoriser parce que je veux de l'innovation et de la compétition dans le milieu bancaire. Donc la DSP2 vient du paiement, c'est pour ça qu'elle s'appelle service des paiements numéro 2. Et en parallèle, il y a une deuxième innovation, c'est le service d'information sur les comptes. On appelle vulgairement en France agrégation, mais le terme européen est plus exact, et notamment en France, avec l'arrivée d'acteurs comme Bankin, mais il y a des concurrents qui sont arrivés sur le marché, et ça a été une adoption massive, notamment quand on s'est lancé en 2011 sur iPhone, on était le seul moyen de consulter ses comptes sur un iPhone, en 2011, octobre 2011. Et du coup, on a eu une adoption instantanée, puisqu'il y avait un besoin très fort sur le marché, et on est arrivé avec une innovation qui répondait. Des chiffres récents, vous pouvez nous donner le nombre Aujourd'hui, d'utilisateurs ? on a 2,4 millions d'utilisateurs en France, en Allemagne, en Espagne et en Angleterre. Et on est service d'information sur les comptes, mais également initiation de paiement, puisqu'on peut faire des virements depuis l'application Banking. Et du coup, ça a également un petit peu bousculé le monde bancaire, et la Commission européenne s'est dit, au lieu de l'interdire, on va faire comme l'innovation d'initiation de paiement, on va l'encadrer, et il y a un véhicule aujourd'hui qui est disponible, c'est la DSP2. Donc c'est pour ça que la DSP2 encadre deux activités, c'est le service d'information sur les comptes et l'initiation de paiement. Ça officialise ces deux activités dans toute l'Europe, à partir de janvier 2018, donc cette année. Et vous avez l'agrément ? Et on a été le premier acteur à être agréé en Europe et on est passeporté dans les 4 pays. C'est quand même un bouleversement majeur, puisque nous, pendant 7 ans, on était dans une zone grise. Et c'est très compliqué d'évoluer dans une zone grise. C'est très compliqué pour lever les fonds, c'est très compliqué pour faire du business. Tout le monde pose des questions, il y a des interprétations différentes des juristes qui nous disent vous n'avez pas le droit, il y en a qui disent vous avez le droit, mais, etc. Maintenant, c'est encadré, et ça, du coup, il y a les tiers agréés peuvent récupérer la donnée des comptes bancaires auprès des acteurs bancaires, toujours avec le mandat du client, c'est toujours le client qui contrôle la donnée, et les banques ne peuvent pas s'y opposer si c'est un acteur agréé qui accède à cette donnée-là. Et la deuxième activité, c'est l'initiation de paiement. On a le pouvoir de transférer un ordre d'utilisateur, un ordre de paiement, et la banque a l'obligation de l'exécuter.
Mais ce texte a quand même fait l'objet d'un bras de fer entre banques et fintech. Vous êtes monté au créneau avec l'Alliance européenne des fintech contre la première version. Ça a à nouveau fait l'objet d'un bras de fer dans le cadre de la transposition, puisque le texte a été adopté au Sénat et est en commission mixte paritaire en ce moment. Vous pouvez nous résumer les enjeux en essayant de ne pas être trop technique? Je sais que c'est difficile sur ce sujet. Oui, tout à fait. Donc, cette directive européenne, l'objectif, c'est de favoriser l'innovation, augmenter la compétition de milieu bancaire, augmenter le niveau de sécurité et harmoniser l'espace européen. Ça, c'est les grands principes. Après, quand on rentre un peu dans le texte de niveau 2 et les normes techniques, là, le choix des mots, le choix des technologies peut soit respecter cet objectif, soit, à l'inverse, amener des blocages, puisque, en fonction des choix techniques, il pourrait y avoir des barrières qui pourraient être créées. Et c'est là où, nous, notre rôle était important, parce qu'on opère sur le marché. On a une expérience au quotidien de comment ça s'opère. Quand on va à Bruxelles, et les gens qui rédigent les textes, ils ont une idée assez abstraite de comment ça se passe. Donc nous, on avait un rôle déjà, c'est de les éduquer sur la réalité opérationnelle de ces acteurs-là. Ensuite, il y a énormément de confusion. Énormément de confusion, puisqu'il y a eu un lobbying gigantesque de part et d'autre, et donc des messages qui étaient partisans d'une position ou d'une autre. Et comme beaucoup de personnes avaient une idée assez confuse de ce qu'on faisait, c'était important de leur expliquer en quoi certaines décisions peuvent être des barrières. Et aujourd'hui encore, on est en période de transition. Janvier 2018, l'entrée en vigueur de la DSP2, 18 mois après l'entrée des normes techniques. Donc on est dans cette période de transition où on veut créer des systèmes sécurisés d'échange de données, notamment via des API, donc c'est des protocoles de communication entre deux serveurs. Et là, en fonction des choix techniques qui sont décidés, soit ça peut favoriser l'innovation et les acteurs sur le marché, soit ça peut complètement couper. Pourquoi il y a un lobbying gigantesque? C'est parce que le lobby bancaire, ça ne lui fait pas plaisir d'ouvrir ces systèmes. C'est compréhensible, hein, je le comprends parfaitement. Dans certains ont leurs propres agrégateurs. Oui, bah, ils appuient sur le frein et l'accélérateur en même temps. Si ça gagne, au moins on s'est préparé, et si ça ne gagne pas, bah, tant mieux parce qu'on ne bouge pas. Donc, moi, j'ai rien contre ça, c'est complètement logique comme comportement, et c'est notre rôle d'éduquer les politiques et d'expliquer, si on veut respecter l'esprit de la directive, cette décision est dangereuse, cette décision elle est moins dangereuse. Vous avez obtenu une victoire au Sénat, non? L'amendement qui est passé là. Alors la DSP2, puisque c'est une directive des paiements, concerne que les comptes de paiement. Ça veut dire les comptes courants, les comptes de carte, etc. 80% des comptes que les services d'information sur les comptes agrègent ne sont pas des comptes de paiement. C'est des comptes d'épargne et de crédit. C'est des millions et des dizaines de millions de comptes bancaires en France et en Europe. Donc nous, notre position, c'est qu'on ne peut pas l'occulter, on ne peut pas l'oublier. Si on veut sécuriser l'espace européen, on ne peut pas dire on veut le maximum de sécurité pour les comptes de paiement, mais pour les autres comptes, 80% des comptes, on s'en fout. On veut pas, c'est pas le sujet. Globalement, c'est souvent ce qu'on nous dit, mais c'est le sujet, puisque c'est des dizaines de millions de comptes bancaires. Donc les autres comptes, maintenant, sont intégrés. Donc nous, on a éduqué le marché. Le Sénat a voté des amendements qui visent à encadrer l'accès à tous les comptes. Mais c'est maintenant dans une négociation entre le Parlement et le Sénat, le gouvernement, le lobby bancaire, les fintechs. Enfin, on est reparti pour un tour. Mais de toute façon, c'est inévitable et c'est mondial. Ça apporte une innovation majeure dans tous les secteurs d'activité qui qui récupèrent des comptes bancaires. Déjà aujourd'hui, ils le font manuellement. Je donne quelques exemples. La comptabilité. Vous avez besoin des comptes bancaires, l'information pour faire la comptabilité. Grâce à la technologie DSP2, ça digitalise tous les processus, sans erreur, sans fraude, en temps réel. Le crédit, l'accès au crédit. Quand vous demandez un crédit, on vous demande vos relevés bancaires. Ça aligne manuellement. Aujourd'hui, on analyse manuellement les lignes. Avec la DSP2, le scoring peut se faire en instantané. J'aurais dû vous prévenir, il est intarissable sur le sujet. On va maintenant écouter la voix de la représentation nationale. Laure, vous à l'Assemblée, quelle est votre approche de la réglementation dans la finance? Comment on arrive à trouver un équilibre entre les différentes parties prenantes? Alors, je dirais que ça soit dans le domaine de la finance ou dans tous les autres secteurs d'activité, parce que la problématique est exactement le même. En fait, on a une révolution numérique qui transforme l'ensemble des secteurs d'activité de façon extrêmement rapide, extrêmement violente, mais souvent en apportant finalement un progrès de satisfaction des consommateurs, c'est-à-dire ça répond à une attente des consommateurs, sinon ça n'aurait pas lieu, de fluidité de l'information, d'optimisation. Donc là, moi j'ai envie de reprendre le premier terme, c'est qu'il faut, d'un point de vue politique, n'ayons pas peur. Il y a 10 jours, il y a eu une grande manifestation autour de l'intelligence artificielle présidée par Emmanuel Macron suite à la remise du rapport de Cédric Villani. Et c'est ce qu'il a dit. Et je suis d'accord avec cette phase et cette approche politique. C'est n'ayons pas peur.
encourageons ces innovations, encourageons un écosystème qui puisse faire des expérimentations pour voir ce que peut apporter cette innovation à la société en matière de progrès. Deuxième chose qu'il a dit, extrêmement importante aussi, ne soyons pas naïfs. Donc construisons un cadre de régulation qui permette à ces innovations d'exister. Je vais vous dire, moi, je préfère qu'on construise un cadre en France et en Europe qui corresponde à celui de nos valeurs et qui permette aux fintech françaises et européennes de se développer pour apporter de la richesse sur notre continent, plutôt qu'on soit inondé des services que peuvent nous offrir les géants américains ou les géants chinois. On a la chance d'avoir du dynamisme entrepreneurial en France autour des fintech. Il ne faut pas que nos grandes structures traditionnelles viennent étouffer ça par conservatisme, en fait, conservatisme et protection de leur modèle d'activité, comme on a eu trop souvent eu l'habitude de le faire par le passé, en protégeant l'ancien monde plutôt que d'essayer de faire émerger des entreprises dans le nouveau monde. Et je vous dirais, parmi les acteurs traditionnels de la finance, ils sont très puissants. Ils sont très solides. Et s'ils s'emparent de ces nouveaux outils, nouvelles innovations, et qu'ils acceptent en fait de se transformer, alors c'est brutal, c'est difficile. Et quand on a un système d'information legacy et une organisation historique, c'est très compliqué. Mais on peut en faire des géants mondiaux à cause de ça aussi. C'est bien par l'alliance des deux, des startups innovantes et des grands groupes français et des grands groupes bancaires français, qu'on peut gagner cette bataille-là. Et la troisième chose qu'a dit le président de la République, je pense que c'est vraiment 3 marqueurs pour moi de la façon dont on doit approcher la révolution numérique. C'est alors, 1, n'ayons pas peur. 2, ne soyons pas naïfs. Donc posons un cadre qui permette à ces acteurs d'exister, mais un cadre qui corresponde à la valeur. Et troisièmement, accompagnons les citoyens donc, et l'ensemble de l'écosystème. Donc formons et mettons en place des structures qui permettent d'inclure l'ensemble des citoyens dans cette révolution. Alors, comment avoir un terreau favorable aux fintech, mais sans tomber non plus dans la course aux moins de 10 ans réglementaires et qui soit éventuellement au détriment des consommateurs? Je pense, pour l'instant, dans le domaine financier, sur la DSP2 est un bon équilibre pour permettre d'assurer la sécurité des données, bien évidemment, donc la sécurité aussi des consommateurs, et permettre aussi un terreau favorable de développement économique pour les fintechs. C'est ce que vous disiez. Dans le domaine de la blockchain, sur lequel je travaille à l'Assemblée nationale actuellement, on voit qu'on a un besoin de reconnaissance en fait de la blockchain et des cryptoactifs, et qu'aujourd'hui les startups qui développent des usages à partir de la blockchain ont du mal à exister aux yeux des banques, donc elles ont du mal à trouver des banques pour financer leur activité. Deuxièmement, elles ont du mal à faire reconnaître dans la comptabilité les cryptoactifs. Et troisièmement, on a un vrai souci de fiscalité aujourd'hui des crypto-monnaies, en particulier du Bitcoin, parce que la fiscalité qui a été pas voulue par le Parlement, je pense que c'est juste une ligne réglementaire de Bercy est très défavorable. Il faut mettre en fait une fiscalité qui soit de même nature que les autres actifs, que ce soit un crypto-actif ou que ce soit un actif, ça doit être la flat tax comme pour les autres monnaies. Et c'est ainsi, de façon assez juste et équilibrée, qu'on peut permettre de trouver un développement pour nos startups dans le domaine de la blockchain. Il y a aussi à nettoyer aussi certains points juridiques, et on le travaille actuellement à l'Assemblée nationale pour identifier en fait tous les dispositifs dans notre loi qui empêcheraient l'usage d'un registre décentralisé infalsifiable. Il faut assurer la sécurité, mais en même temps permettre les expérimentations pour faire en sorte que ce soit des champions français demain qui aient le leadership de cette économie. Axel, je sais que tous ces sujets vous parlent, mais il y en a un en particulier, c'est le RGPD, dont il a été brièvement question tout à l'heure, donc le règlement européen sur la protection des données, qui n'a pas été perçu très positivement au départ par le monde du numérique et par les startups. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi ce texte était nécessaire, en quoi finalement le secteur avait besoin de cette réglementation ? Oui, merci Delphine, bonjour à tous. Je pense que l'actualité nous montre à quel point ce texte était nécessaire, tout simplement. Mais peut-être avant de revenir plus précisément sur le RGPD,
une réflexion sur le rôle de la régulation dans l'innovation. Lorsque j'ai commencé la politique, après des années de vie au Royaume-Uni, dans mon esprit, régulation, c'était à l'anglo-saxonne regulation. Regulation égale red tape. Red tape égale contrainte, égale obstacle à la croissance et à l'innovation, égale des choses qui, lorsqu'on est libéral, on veut supprimer pour permettre aux entreprises de développer leur modèle économique. Et j'ai été frappée de constater à quel point, à Bruxelles, dans les négociations européennes, il y a ces deux écoles de pensée qui s'affrontent, qui est d'un côté l'école qui serait soi-disant ultralibérale, anti-red tape et donc anti-régulation, et de l'autre, l'école interventionniste, plus représentée par les pays d'Europe continentale, voire du Sud, et qui mettrait des régulations pour le plaisir de mettre des régulations. En réalité, je crois qu'on est, grâce à l'avènement du numérique, des plateformes et de l'innovation telle qu'elle est produite par les startups, à un moment de notre histoire où la régulation rencontre l'innovation et c'est très bénéfique. Pourquoi ? Parce que la régulation, ce n'est plus que de la protection, et c'est de la protection, et bien sûr qu'il en faut, la protection des consommateurs, la protection des systèmes d'information, surtout dans l'économie numérique où on sait qu'il n'y a pas de confiance et donc d'achat et de transactions s'il n'y a pas de cyberprotection, mais pas uniquement, aussi la liberté. Et on a oublié, dans les dernières décennies, que la régulation concurrentielle servait à ouvrir les marchés. Et ces marchés n'étaient plus ouverts par les grandes entreprises et ils ont été de nouveau ouverts par les startups qui ont réussi à s'insérer dans les failles de marché pour démontrer qu'on était face à des situations souvent d'oligopole, voire de monopole, et c'est particulièrement vrai face aux grandes plateformes numériques. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de régulation, on en parle de manière beaucoup plus émancipée, parce qu'on sait qu'au final, c'est plutôt bénéfice, en tout cas ça peut l'être, à l'économie et à des approches très innovantes. Cette symétrie d'objectifs, je l'ai retrouvée finalement sur tous les sujets que j'ai été amenée à traiter, pas que dans le secteur financier et la fintech, aussi par exemple dans les télécoms, où à chaque fois il a fallu faire preuve de pédagogie sur le rôle même de la régulation, mais c'était particulièrement vrai dans les services financiers étendus à l'assurance et éventuellement à la gestion d'actifs, parce que quand on a fait le crowdfunding et le crowdlending en 2014, on était le premier pays à offrir un cadre réglementaire et on s'est rendu compte que ça a permis, ça a favorisé l'essor de solutions de ce type. Je voyais récemment une étude, il y a un peu moins de 300 startups considérées comme fintech en France aujourd'hui, 270 je crois. Ces 270, il y en a au moins 60 qui sont des plateformes de crowdfunding. Donc, je veux dire, l'essor, surtout ces 2 dernières années, a été très important. C'est vrai du crowdfunding, mais c'est vrai aussi, à mon avis, de DSP2, qui était négocié à l'époque, par le ministère de l'économie du gouvernement français et ensuite à la Commission européenne, mais où l'approche, c'était vraiment l'approche et protection et liberté pour ouvrir le marché et permettre à des agrégateurs de comptes de s'insérer dans le marché pour offrir des nouveaux services de paiement. Et c'est vrai du RGPD. Et moi, j'en ai toujours été convaincue. Le RGPD, on s'est fait convaincre que c'était uniquement de la régulation qui freinait l'innovation. Et moi, ce n'est pas ce que je voyais dans les startups que je continue à voir aujourd'hui, et notamment celles qui font de la blockchain, et notamment celles qui font de l'intelligence, qui développent des produits à base d'intelligence artificielle. En réalité, c'est plutôt un avantage concurrentiel aujourd'hui que d'être conforme et dans l'esprit et dans la lettre du RGPD, et de déployer des technologies qui soient respectueuses de la vie privée, qui permettent de garantir le recueil et la traçabilité du consentement, voire qui déploient des technologies d'intelligence artificielle non pas uniquement prédictives à base de machine learning, mais prescriptives, c'est-à-dire dans lesquelles on peut retracer toute la chaîne décisionnelle à base de transparence algorithmique. Et donc ça, finalement, je trouve que c'est la régulation
qui a donné le ton de l'innovation. Et quand on parlait de Privacy Tech il y a 3 ans, on était très minoritaire et on se heurtait au lobby qui disait le RGPD va plomber l'Europe. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg explique qu'il va essayer de déployer des solutions qui soient conformes au RGPD à travers le monde. Donc, je vous encourage... Un peu contraint et forcé. Voilà, un peu contraint et forcé, et on l'admet, et on ne connaît pas encore la sincérité de ces engagements. Mais toujours est-il que moi, je trouve qu'on devrait, lorsqu'on parle de régulation, voir cette poche des innovateurs et des solutions innovantes qui s'insèrent dans le déploiement de technologies qui répondent aux enjeux de la régulation de manière différente, alternative et qui n'existent pas aujourd'hui sur le marché. Peut-être une dernière petite question qui s'adresse à vous trois. Vous avez parlé de l'approche réglementaire différente des pays du Nord et des pays du Sud. Peut-être évoquer la sandbox, ce bac à sable réglementaire que l'on voit notamment au Royaume-Uni, au Luxembourg, à Singapour, etc. Ce n'est pas l'approche des autorités françaises qui sont plutôt dans une logique de proportionnalité. Quelle est votre vision du dossier? Je sais que ça ne fait pas consensus dans la communauté FinTech. Moi, je veux bien réagir. Ensuite, John, vous êtes mieux directement placé pour avoir un avis sur le sujet. Mais moi, j'ai vu la situation beaucoup évoluer. C'est-à-dire que là, pareil, avec une culture un peu anglo-saxonne, je voyais les regulatory sandbox, cette idée qu'on crée des bulles qui permettent l'expérimentation un peu en parallèle à une réglementation qui s'applique de manière générale, et donc que les startups bénéficient d'une forme de privilège parce que le niveau réglementaire est allégé à leur égard, le temps qu'elles fassent la démonstration qu'elles peuvent assumer le risque. Et donc, on est vraiment dans une culture de l'évaluation du risque en amont, qui suppose que ça soit intégré dans la démarche culturelle du régulateur. En France, on était dans une approche quand même relativement rigide, qui était de dire, je vais caricaturer à l'extrême, je ne sais pas s'il y a des représentants de l'AMF ou de l'ACPR dans la salle, mais... Il y a le président de l'AMF qui doit intervenir tout à l'heure, Robert Hoffel. Que je les salue, qui était quand même de dire, il y a les textes et on applique les textes. Et l'entrepreneur qui a créé sa start-up et qui vient, on va lui appliquer le même niveau d'obligation réglementaire qu'une des plus grosses banques européennes. Voilà. Et donc, on voit bien à quel point c'était un obstacle au déploiement des start-up. L'approche a vraiment changé. Et j'aime bien l'idée qu'on parle désormais de sound regulation, sound au sens régulation saine et proportionnelle. Et je pense qu'il ne faut pas sombrer dans l'approche néerlandaise, qui est pour le coup un peu du dumping réglementaire, dans l'application faite des textes par le régulateur. En tout cas, ils veulent se positionner comme une plateforme attractive d'un point de vue de la régulation. Ce n'est pas du dumping social, ce n'est pas du dumping fiscal, ce n'est pas du dumping de data, c'est du dumping de régulation, potentiellement, en tout cas. Et par rapport à nos amis allemands, où là, c'est same risk, same regulation, où on est encore sur une approche relativement fermée vis-à-vis des produits et services très innovants qui ont besoin d'un temps de respiration. Et donc la sound regulation, je trouve que c'est un équilibre à la française qui est très sain et qui peut potentiellement s'appliquer au champ de l'intelligence artificielle, des véhicules autonomes. Et là aussi, les fintechs ont leur mot à dire parce qu'on est sur des secteurs industriels, l'automobile, les services financiers, l'assurance, qui sont très data-driven et qui mangent et utilisent beaucoup de data. S'il y a beaucoup de data, il y a de l'IA. Et donc, la longueur d'avance qu'on peut potentiellement avoir, elle est sur ces secteurs-là, à la condition que FinTech et grands comptes travaillent ensemble. En 2 mots, je pense que ce qui est vraiment important, c'est le dialogue très en amont des innovateurs, des startups avec les régulateurs. Et si nous, on avait eu ça dès le début, je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites dans les négociations de la DSP2 qui n'auraient pas été commises si les acteurs avaient compris dans la réalité qu'est-ce que nous, on faisait. Un agrégateur, on pense que c'est une application où on peut mettre tous ses comptes. 80% des utilisateurs de Bankin ont une seule banque connectée. Ils utilisent Bankin parce qu'ils sont meilleurs dans la gestion d'argent avec Bankin. On n'est pas un agrégateur dans la définition des gens. Et ça, c'est une des notions confuses dans les gens. Et quand on fait la négociation des textes, ça se retrouve dans ces textes juridiques qui peuvent après être des contraintes parce que ça ne correspond pas à la réalité.
Je voulais rebondir exactement là-dessus, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire des expérimentations et d'avoir des contacts, c'est-à-dire de donner cette régulation expérimentale à certains acteurs, ça permet, d'avoir des liens beaucoup plus forts entre l'administration et les startups pour bâtir la future régulation et que ça soit adapté par rapport au marché, par rapport aux attentes des consommateurs. Il y a un domaine où on a besoin de faire ces expérimentations, ce bac à sable sur lequel il y a des enjeux majeurs pour les Français, c'est le domaine de la e-santé. Il y a les véhicules autonomes, bien sûr, il y a la fintech, mais il y a le domaine de la e-santé où on a la base de données santé la plus extraordinaire au monde qu'un pays peut avoir. On a des startups dans le domaine de la e-santé qui sont extrêmement performantes et aujourd'hui, on n'en fait rien. Or, on ne peut pas en faire, on n'en fait pas grand-chose. Je suis un peu caricaturale, mais par rapport au potentiel qu'on pourrait avoir, nos startups de la e-santé vont aux États-Unis exporter leur savoir-faire. Et donc, ces lieux d'expérimentation, il faut les mettre en place de façon extrêmement rapide pour pouvoir prendre des parts de marché, en fait, sur les différents secteurs et que ça corresponde à ce qu'on a envie de défendre, nous, en matière de régulation. Parce que sinon, quand le service sera facile pour le consommateur et que le consommateur le voudra, on sera imposé la régulation des autres. Donc voilà, c'est aussi une démarche. Là-dessus, il vaut mieux partir à la bataille de défendre une régulation qui correspond à ce qu'on attend plutôt que de se faire imposer la régulation des autres. Je crois que ce sera le mot de la fin parce qu'on a nettement dépassé le temps imparti. Merci à tous. Merci.